Je vais les participants à la table ronde se sont présentés tout à l'heure. On peut peut-être commencer avec Madame Alter. On parlait tout à l'heure sur l'intervention en vidéo également du ministre de l'innovation et comment on peut mettre en commun à la fois les acteurs locaux de l'innovation et les CHU. Quelles sont les modalités qui peuvent permettre d'avoir cette cohésion et d'entraîner l'innovation en santé. Merci beaucoup. Alors effectivement, je pense que l'innovation en santé doit être évidemment au plus près des usages. Ça ne doit pas être ni un gadget, ni un élément technologique décorrélé des réalités du terrain. Et c'est vraiment un élément clé auquel on est très attaché au sein de l'Agence de l'innovation en santé. C'est la raison pour laquelle, avant de publier la feuille de route très récemment, à l'issue de notre premier anniversaire après notre création, nous avons souhaité effectuer un tour de France de l'innovation en santé, tout simplement pour comprendre à quel point l'innovation se développait au sein des territoires, où elle se développait, quels étaient les freins rencontrés par les porteurs de projets, et également structurer d'une certaine façon tout un dispositif d'accompagnement de ces porteurs de projets innovants pour leur permettre un accès aux professionnels et aux patients et une diffusion effective, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment que l'ensemble du parcours soit lisible, clair et puisse permettre d'adresser les problématiques rencontrées. Donc, à travers ce Tour de France, puisque l'agence est une petite structure d'une quinzaine de personnes et on ne peut pas accompagner tous les porteurs de projets innovants malheureusement, mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait au sein de toutes les régions des dispositifs d'accompagnement extrêmement efficaces. Alors je pense au pôle de compétitivité, au service de l'État en région, mais aussi à toutes les directions d'innovation qui se mettent en place au sein même des établissements, et également tous les incubateurs, accélérateurs. Donc l'objectif avant tout pour nous, ça a été de comprendre quels étaient nos relais au sein des territoires, comment collectivement on pouvait participer à orienter au mieux les porteurs de projets en les relayant à tel ou tel interlocuteur. Ça c'est le premier volet. Et on a un certain nombre de conventions à ce titre. Et de notre côté, nous, on intervient en relais quand c'est nécessaire d'activer l'échelon national, en particulier quand il y a des freins réglementaires qui peuvent être traités au niveau national. Sinon, il y a un certain nombre de réponses qui peuvent être traitées d'ores et déjà au niveau des établissements. Un autre point important sur lequel on va essayer de travailler en lien évidemment avec tous nos partenaires, c'est le levier de la commande publique et de l'achat. Et à ce titre-là, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, notamment quand une innovation a démontré la preuve de son efficacité, de sa plus-value, aussi bien pour le patient que pour le système, elle puisse être accessible effectivement plus rapidement. Donc on a des partenariats avec les centrales d'achat, on travaille évidemment avec la Conf des DGHU, et l'objectif aussi, c'est de travailler au sein même des établissements pour aider à la structuration, alors pas forcément de direction innovation dans tous les établissements, mais en tout cas de modalités organisationnelles qui permettent là aussi de gagner du temps. Et on parlait tout à l'heure aussi tout ce qui concerne la conduite du changement pour permettre que les innovations puissent se traduire réellement dans les usages. Donc ça, c'est un levier extrêmement important qui nous tient à cœur. Et évidemment, on va même essayer d'aller plus loin en mobilisant aussi des leviers comme France 2030 pour participer à cette réponse que la commande publique peut pour mobiliser davantage la commande publique, encore une fois. Ça a été d'ailleurs rappelé par le président de la République lundi à l'occasion des 2 ans de France 2030. C'est un levier complémentaire des aides d'État et des subventions qui doivent être vertueuses à la fois pour le déploiement des solutions innovantes et des startups et entreprises engagées en santé, mais aussi pour avoir, outre une politique finalement de l'offre, une politique de la demande, et joindre finalement ces deux bouts et créer un cercle vertueux dans le domaine. Merci Madame Alter. Donc, on voit bien ce rôle dans le développement de l'innovation et de la recherche, qui est un facteur essentiel d'égal accès aux soins, et est ainsi parfaitement défini pour les CHU. La conférence des présidents de CME de CH a, dans une enquête assez récente, bien identifié la réalité déjà existante de l'universitarisation et tous les espoirs qu'elle porte pour l'avenir. Le développement de la recherche, de l'innovation, mais aussi la diffusion de l'enseignement et de la formation dans une gradation partagée et organisée.
Professeur Godeau, vous êtes président du Conseil national des universités santé. Quelle est la vision du CNU Santé pour les CH, mais aussi pour les autres partenaires TCHU? Je pense que le fait que ce sujet a été mis au programme des assises HU, et c'est fondamental. Je pense que l'universitarisation des territoires, c'est comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, il n'y a pas de déserts médicaux, mais il y a quand même une inégalité de l'accès aux soins. Il faut parler, on ne va pas faire de la langue de bois. Et je pense que cette inégalité d'accès aux soins, elle va être encore plus prégnante avec le progrès absolument fabuleux qu'on vit depuis les dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le progrès thérapeutique, les molécules innovantes qui coûtent, je ne sais pas, traiter un lymphome, maintenant un carticelle, c'est 300 000 € l'injection. Quand on regarde les progrès en imagerie, c'est clair que les hôpitaux généraux et les CHU, on doit progresser dans la gradation des soins. Parce que la gradation des soins, on en parle, mais après, il faut la faire et il faut la réussir. Et ça, je pense que ça s'impose à nous tous. C'est-à-dire que le rôle d'un CHU, c'est de faire de l'enseignement, c'est de faire de la recherche, c'est faire du soin. Mais quand même, la base de tout, c'est le soin. C'est-à-dire que si on fait de l'enseignement et de la recherche, c'est pour progresser dans le soin. Et donc cette égalité d'accès aux soins, elle est fondamentale, et elle est encore plus fondamentale aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Moi, je suis interniste. Un interniste, il y a 15 ans, il pouvait faire de la médecine interne à peu près partout. Maintenant, pour prendre en charge un malade complexe, on a besoin d'une concentration de cerveau, de biologie, d'imagerie qu'on ne peut plus avoir partout. Donc je pense que le CNU, toutes les sous-sections, quelle que soit leur spécialité, ont conscience qu'aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur qui s'impose à nous pour les années à venir. Alors, l'universitarisation des territoires, je pense qu'aussi c'est un facteur d'attractivité. On a parlé de l'attractivité hier. Je pense que les hôpitaux généraux attendent avec impatience cette universitarisation. Donc c'est un facteur d'attractivité pour les hôpitaux généraux. Je pense que ça peut être aussi un facteur d'attractivité pour le CHU, parce que aller sur le territoire, c'est absolument fabuleux, c'est celle de notre métier. Enfin, c'est pour ça qu'on a fait ce boulot au départ, qu'on a choisi de s'impliquer dans la médecine. Donc c'est un facteur d'attractivité qui est mutuel. Et puis la recherche, Isabelle a parlé de l'enseignement, moi je parlerai de la recherche. Je pense que la déconcentration de la recherche, elle est absolument essentielle, indispensable. Les hôpitaux généraux veulent faire de la recherche, c'est très bien, mais faire de la recherche aujourd'hui, c'est un métier qui est de plus en plus complexe. Voilà, moi j'arrive en fin de ma carrière, ce que j'ai pu faire quand j'étais chef de clinique, aujourd'hui je ne pourrais plus le faire si je n'avais pas à côté de moi un méthodologiste, un statisticien. Donc faire de la recherche, ça nécessite impérativement dans les hôpitaux généraux d'être en lien étroit avec les CHU. Donc le CNU Santé a tout à fait conscience de ça. Donc c'est un facteur d'attractivité, mais c'est un facteur qui va nécessiter vraiment de la collaboration étroite. Alors il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il y a l'exemple du Havre qui a été cité par la ministre, et quand on a réfléchi sur ce sujet au sein du CNU Santé, on a beaucoup échangé avec Précis Girardin, qui nous a expliqué comment finalement, alors que sa discipline est en tension, ils ont réussi entre Laurent et Le Havre à avoir une vraie communication. L'autre moyen, c'est d'envoyer des HU sur le territoire. C'est ce qu'on a développé au sein de notre GHU Mont-d'Or avec le doyen Wolkenstein et notre directrice Edith Ben-Mansour, c'est-à-dire qu'on envoie sur le territoire des HU qui sont très expérimentés, parce que je pense que les hôpitaux généraux, ils veulent de l'expertise. Donc les postes partagés, c'est très bien, mais il y a dans des hôpitaux généraux des praticiens hospitaliers qui, au plan médical, n'ont rien à envier au niveau d'un PUPH. Ils ont le même niveau que nous, simplement à un moment, ils ont besoin de l'expertise du CHU. Ils n'ont pas besoin d'un jeune chef de clinique en formation. Donc je pense qu'envoyer des jeunes hospitalo-universitaires en formation sur le territoire, en tout cas la réflexion du CNU Santé, c'est que ça peut être un piège. Ça peut être un piège, et que donc on doit inventer des moyens
j'allais dire, de collaboration entre les hôpitaux généraux, les CHU, qui ne doivent pas être figés et qui doivent être variables en fonction des régions et en fonction des attentes de la région. C'est-à-dire que ce n'est pas le CHU qui doit décider, c'est la région qui doit nous dire ce dont elle a besoin, et ensuite on doit s'adapter, et on doit s'adapter pour qu'il y ait une vraie communication. Alors après, l'universitarisation du territoire, il n'échappera à personne qu'on a parlé hier de l'attractivité. Si on parle de l'attractivité, c'est qu'il y a quand même de la tension. Le CNU Santé, Jean-Paul Bérégy a mené une enquête avec le bureau sur l'avenir des disciplines. Et en gros, pour la faire courte, dans les 5 ans qui viennent, il y a un tiers des sous-sections des disciplines qui vont être en défaut majeur, avec, pour certaines disciplines, un véritable risque d'apoptose. Il y a un tiers des disciplines qui sont en fragilité, et puis il y a un tiers des disciplines qui ne vont pas si mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus céder au pessimisme, il y a quand même des trucs qui vont bien dans notre système. Mais c'est clair que si on demande à des disciplines qui sont en fragilité d'aller sur le territoire à moyens constants, pour reprendre une formule d'un collègue, il ne faut pas que l'irrigation du territoire assèche le CHU. Donc, il faut des moyens. Alors, effectivement, c'est rare qu'un ministre entende quelqu'un dire qu'il n'a pas besoin de moyens, mais si on veut universitariser le territoire, ça ne se fera pas à moyens constants, parce qu'il y a certaines disciplines qui ont déjà du mal à assurer leur mission de soins, d'enseignement et de recherche. Si en plus on leur demande d'aller jouer les pompiers dans des hôpitaux qui sont en grande difficulté, ça ne va pas le faire. Donc je pense qu'il doit y avoir une réflexion collective si on veut arriver à cet objectif. Ensuite, le dernier point que je voulais souligner, c'est avec la vision du CNU, c'est qu'il ne faut pas brader le titre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tentation de mettre des postes hospitalo-universitaires à droite, de mettre des postes hospitalo-universitaires à gauche, d'irriguer le territoire. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas baisser les bras, c'est sur la qualité. C'est-à-dire qu'un poste hospitalo-universitaire doit remplir certains critères, et il ne faudrait pas, dans une politique finalement on veut absolument faire, de faire dans l'urgence et de brader le titre, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça doit être des postes de professeurs associés, si ça doit être des postes de PUPH, mais en tout cas, il ne faut pas brader le titre, et ça impose aussi aux sous-sections de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un PUPH. C'est-à-dire que dans les critères de sélection qu'on attend de nos élèves hospitalo-universitaires, futurs hospitalo-universitaires, moi j'ai vécu une période où c'était la recherche qui était mise en avant. Là on voit bien que l'enseignement maintenant arrive sur le devant de la scène, mais je pense aussi le soin, et en particulier l'implication sur le territoire, quelque part doit être reconnu. Alors est-ce que ça doit être reconnu ? Est-ce qu'on va obliger les jeunes hospitalo-universitaires à avoir une thèse de sciences, des points SIGAPS, un facteur H, un score H, un score SIAPS, et en plus d'aller sur le territoire ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, mais il faut peut-être réfléchir en tout cas au niveau de sous-section, en se disant l'universitarisation du territoire, l'ancrage territorial, ça doit être maintenant la préoccupation des CNU. Merci beaucoup. Justement, on parlait des régions. Peut-être, Monsieur Bounz, finalement, c'est quoi les attentes des régions par rapport aux CHU et aux facultés de santé ? Super, merci beaucoup. Donc, toujours Vincent Boun. Alors, super, parfait. Il y avait effectivement 2 diapos. Donc là, je parle au titre de la commission santé de Région de France. Donc, vous savez qu'il y a pas mal de régions en France, la moitié à droite, la moitié à gauche. Globalement, c'est le consensus qui se dégage des travaux de l'ensemble des régions, qui n'est pas forcément ma vision personnelle, mais c'est ce dont on est à peu près tous d'accord. Voilà, les régions, qu'est-ce qu'on demande ? On demande plus d'implication des régions dans la gouvernance du système de santé, et en particulier, effectivement, via la coprésidence des conseils d'administration des ARS. C'est prévu, ça devrait arriver, je pense, je crois, j'espère. Mais en tout cas, on le demande, effectivement. On s'aperçoit que la santé est quand même très jacobine, très centralisée. On s'en est largement aperçu pendant la Covid, et notre souhait, c'est effectivement d'aller vers un mode de décentralisation.
Les conseils d'administration, donc dans les CHU, présidés par un élu local. Ça aussi, c'est un souhait, en tout cas une volonté des régions, clairement, un consensus. Et puis une compétence directe que vous connaissez en matière de formation sanitaire et sociale. Et donc, nous formons 80% des personnels de santé. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est de ne pas fixer nous-mêmes le quota des places des formations sanitaires et sociales. Et ça aussi fait partie des grandes demandes des régions, plus d'autonomie, évidemment en lien avec les territoires et les besoins territoriaux, sans avoir toujours ces allers-retours à faire en termes de discussion avec le ministère. Donc beaucoup de régions souhaitent gérer en propre l'immobilier des instituts de formation sanitaire et sociale et un certain nombre aussi des hôpitaux de proximité, à l'instar de ce qui se fait dans les lycées. Effectivement, et nous sommes en discussion, on va dire, avec les services du ministre Aurélien Rousseau pour voir si en Occitanie on pouvait lancer un chantier expérimental où le foncier d'un hôpital serait géré en direct par la région, à l'instar donc des lycées. Bien sûr, on soutient le mouvement d'universitarisation des formations sanitaires et sociales. On travaille à la mission donc à Mirati, mais il se trouve que ça n'avance pas tant que ça. Effectivement, malheureusement, et quelle que soit effectivement la volonté, le travail de Christine Amirati, en particulier, on n'a pas de garantie sur le respect de la liberté locale d'adaptation ou régionale d'adaptation des principes qui seront proposés pour servir de modèle de référence. Donc, il y a un certain nombre vraiment de spécificités locales sur les formations sanitaires et sociales, des grosses diversités effectivement selon les régions. On souhaiterait évidemment pouvoir les conserver. Et parallèlement à ça, quid de la maîtrise de la carte des formations sanitaires et sociales et de l'accréditation des formations universitaires. Un grand nombre de régions, en tout cas je pense que toutes les régions souhaitent être rassurées sur cette carte, donc cette maîtrise de la carte des formations sanitaires et sociales au travers malgré tout de ce chantier indispensable de l'universitarisation. J'ai une autre diapositive, je pense. Si quelqu'un peut l'appuyer sur le bouton. Ah, super. Merveilleux. Elle est blanche. Bon, c'est pas grave. Il y a des... Ok. C'est la page blanche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans la page blanche? Il y avait un certain nombre de choses qui sont permises par la loi 3DS. En particulier, l'État a quand même transféré aux régions la possibilité de s'impliquer au travers de leurs compétences d'aménagement du territoire sur la lutte contre la désertification médicale. Ah ben voilà, super, elle est arrivée, je sais pas comment, mais merveilleux, voilà, super. Il faut dire que nous n'avons aucune compétence santé, on est bien d'accord, mais qu'on intervient de plus en plus et qu'en 10 ans, on s'est aperçu que globalement, les régions avaient augmenté de 200% les moyens liés, je parle bien sûr hors formation sanitaire et sociale, donc on va dire la compétence santé, 529 millions d'euros en faveur de la santé et l'action sociale, 8 euros par habitant en 2023. Et donc on souhaite s'investir dans la lutte contre la désertification médicale. En particulier donc la décentralisation des décisions sur l'accès aux soins. Il y a plusieurs régions qui ont lancé la création de postes de chefs de clinique territoriaux. Donc il y a le Centre Val-de-Loire et l'Occitanie. Le Centre Val-de-Loire c'est plus ancien, en lien avec les agences régionales de santé. Et effectivement, nous réfléchissons en Occitanie à créer des postes de maîtres de conférences associés et professeurs associés pour venir en complément de ces postes de chefs de clinique territoriaux. Donc c'est là aussi on essaie d'être un peu dans l'innovation et en soutien. Et puis également les groupements d'intérêt public qui sont actuellement portés par 3 régions donc peuvent embaucher en propre des professionnels de santé. Donc pour l'Occitanie, puisque nous avons là aussi décidé de créer donc, un service public de médecine générale, nous avons donc créé un GIP il y a 18 mois, lequel embauche au moment où on parle 70 médecins et a pour objectif de recruter entre 3 et 5 médecins tous les mois pour arriver à plus de 200 en fin de mandat. Voilà, donc on a passé le cap des 15 centres de santé, on en ouvre un par mois et on continue sur cette dynamique-là jusqu'à créer entre 60 et 70 centres de santé sur la fin de mandat. Voilà. Donc c'est clair que je crois que les régions ont envie de s'impliquer plus dans la santé et c'est je pense, tout l'enjeu d'avoir en particulier le ministre autour de la table pour pouvoir, comment dirais-je, être écouté par le ministère. Voilà.
Merci, Monsieur Boone. On voit bien que la santé est devenue vraiment une préoccupation majeure de nos élus et que donc la diffusion des CHU au plus près des populations est un enjeu d'avenir. Cette universitarisation des territoires, la médecine générale la met en pratique à sa manière depuis plusieurs années. Professeur Schuers, vous êtes directeur du département de médecine générale de la faculté de médecine de Rouen. À travers votre expérience, comment créer et étendre le lien entre tous les acteurs, CHU, CH, CPTS, collectivités locales, pour que l'enseignement et la formation permettent l'ancrage de tous ces professionnels dans le territoire? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir proposé de participer à cette table ronde pour justement venir illustrer un petit peu notre approche probablement assez complémentaire de la vôtre. Vous l'avez dit, moi je suis médecin généraliste, je suis enseignant à Rouen et j'exerce mon activité clinique dans une maison de santé universitaire à une 50aine de kilomètres de Rouen. Effectivement, probablement que cette problématique de l'universitarisation, c'est une problématique que la médecine générale a embarqué avec elle depuis déjà quelques années, notamment dans le champ de l'enseignement et notamment via la maîtrise de stage. Dans notre subdivision, on a 2 départements, la Seine-Maritime et l'Eure, et on a 440 maîtres de stage qui constituent déjà un maillage territorial assez important sur le territoire et qui constituent donc des lieux d'enseignement qui sont vraiment disséminés sur l'ensemble du territoire. 440 médecins généralistes et à peu près un médecin généraliste en activité sur 5 dans notre subdivision. Pour autant, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait qu'on mette en œuvre un certain nombre d'outils pour structurer cette démarche d'universitarisation et pour répondre à cet enjeu de décloisonnement. Et donc, le premier enjeu, ça a été de créer les conditions des échanges et les conditions du dialogue, puisque ce n'est pas forcément évident pour une équipe universitaire d'aller dialoguer avec l'ensemble de ses maîtres de stage sur un territoire finalement aussi grand qu'une subdivision. Et donc, on a divisé ce territoire en sous-territoires, en s'appuyant notamment sur les CPTS, qui regroupent les professionnels de santé, les professionnels du champ médico-social et les représentants des hôpitaux, et qui constituent probablement un périmètre vraiment pertinent pour mettre en place des innovations pédagogiques dans le champ de la recherche. Et donc, on a identifié un référent universitaire pour chacune de ces CPTS, qui va être chargé de renforcer le lien entre l'université et chacun des maîtres de stage, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital, dans chacun de ces territoires. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, ça a été, notamment dans le cadre de la recherche, de réussir à fédérer les acteurs et fédérer les ressources. Au niveau d'un territoire, on a vraiment des acteurs qui sont très variés. On a des professionnels de santé, et en médecine générale, on a des professionnels de santé dans des maisons de santé, dans des CPTS, qui ont vocation à mettre en place des démarches qualité, des démarches d'évaluation d'un certain nombre de programmes d'intervention qui sont mis en place au sein de leur structure et qui ont besoin d'outils pour les évaluer. On a l'université et le CHU qui disposent de ressources humaines, on en a parlé notamment sur le plan méthodologique, sur le plan statistique, dont on ne dispose pas forcément sur le terrain. Et puis on a aussi un certain nombre d'institutions, l'Agence régionale de santé, l'assurance maladie, et aussi les institutions des collectivités locales, la région, les départements, et puis 2 grosses agglomérations, la salle de Rouen et la communauté urbaine du Havre, qui ont aussi vocation à mettre en place un certain nombre d'interventions, notamment dans le champ de l'accès aux soins, et qui ont besoin d'évaluer ces interventions. Et donc, pour faciliter justement les échanges, on est en train de mettre en place une fédération de la recherche en soins primaires qui regroupe l'ensemble de ces acteurs et qui a vocation à faciliter à la fois les échanges autour des différents projets et de mutualiser l'ensemble des ressources différentes qui peuvent être proposées par ces différentes institutions. Et puis, le troisième enjeu, c'est que pour faciliter l'autonomisation des professionnels sur le territoire, il faut un certain nombre d'outils, et le premier outil, c'est disposer de données, en fait. Et donc, avec un certain nombre de collègues, on est en train de mettre en place le premier entrepôt de données national en médecine générale, dans le cadre d'un projet ambitieux qui s'appelle P4DP, et qui vise justement à répondre à un certain nombre d'enjeux. Alors, les entrepôts de données, les enjeux qu'on connaît habituellement, c'est l'enjeu de la recherche, bien entendu, l'enjeu de la veille épidémique aussi, mais il y a un troisième enjeu, c'est l'enjeu de la qualité des soins et de fournir aux professionnels un retour sur leur activité dont ils ne disposent pas actuellement. Et donc, cet entrepôt de données, qui a vocation, fin 2025, à regrouper, à exporter les données de près de 2000 médecins généralistes, il permettra à l'ensemble des médecins participants d'avoir un retour sur leur activité, un retour sur leur profil de patientèle, leur profil de prescription, et puis la mesure d'un certain nombre d'indicateurs de qualité des soins, de qualité des parcours de soins, et il facilitera justement au niveau des structures de soins de type maison de santé, de type CPTS, le pilotage de ces structures
en facilitant la fourniture d'indicateurs de qualité qui seront adaptés aux problématiques de santé et aux projets de santé qui ont été mis en place. Voilà, ça nous paraît vraiment constituer un enjeu important et c'est les 3 points de cette démarche d'universitarisation, de décloisonnement de l'université qu'on met en place depuis quelques années, qui se veut à la fois pragmatique mais aussi innovante. Merci. Merci. Comme nous sommes à peu près dans les temps, nous avons la place pour 1 ou 2 questions, si dans la salle, quelqu'un veut intervenir. Je ne vois personne. Alors peut-être en guise de première conclusion à l'ensemble de cette table ronde, ce que nous disons tous les uns et les autres, c'est que cette universitarisation des territoires est une chance formidable. Une chance pour les CHU, que d'imprimer leur marque, leur expertise, leur enseignement dans l'intégralité des territoires d'une subdivision. C'est une chance pour les CH, bien sûr, et sans ni agressivité ni menace de la part de quiconque, au prix d'une transparence et d'une confiance partagée. La recherche, l'innovation, l'enseignement, la formation sont des facteurs d'attractivité, et vous l'avez dit les uns et les autres, formidables pour nos centres hospitaliers. C'est une chance pour nos collègues libéraux que d'intensifier, de renouer, de fortifier le lien avec notre matrice originelle commune. C'est une chance formidable pour les collectivités locales que d'y trouver un instrument d'aménagement du territoire efficace. Mais c'est surtout une chance pour l'ensemble des populations que nous avons à prendre en charge, parce que l'accès à l'innovation équitable, l'accès à la qualité et à l'amélioration de la qualité qu'amène l'universitarisation des territoires sont autant d'exigences de la part de nos concitoyens auxquels nous devons répondre dans l'avenir. Donc nous, centres hospitaliers, serons au rendez-vous et nous répondrons présents avec les CHU, bien sûr, pour être à vos côtés, diffuseurs de cette culture formidable de nos universités. Merci beaucoup, Dr Veul. Moi, je voulais remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette table ronde, mais vous me permettrez d'avoir un mot aussi pour le groupe de travail qui s'est réuni autour de nous avec plusieurs présidentes de CME, de CHU qui sont dans la salle, plusieurs doyens, notamment des autres disciplines qui ne sont pas à la table aujourd'hui, et donc voilà, merci à eux et merci pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir. Bon appétit à tous.